il est pertinent de s'interroger sur l'évolution de la vie des hommes après avoir contracté le mariage. Pensez à cela honnêtement. Qu'arrive-t-il à la plupart des hommes après le mariage? Pour une majorité, la sphère d'autonomie personnelle semble subir une rétractation significative. Les liens amicaux établis en dehors du couple s'effilochent ou disparaissent. Les activités et passions personnelles sont souvent reléguées au second plan, voire qualifiées d'égoïstes dès lors qu'elles ne contribuent pas directement au bien-être du foyer. Le temps, autrefois libre, est désormais majoritairement consacré à la gestion domestique et aux impératifs familiaux. Sur le plan financier, les fonds cessent d'être une prérogative individuelle pour devenir un fonds commun dont l'orientation est souvent déterminée par l'épouse. Cela n'arrive pas par accident. Cela se produit par conception inconsciente. Les femmes comprennent intuitivement que la valeur d'un homme pour l'unité familiale augmente lorsque ses options en dehors de cette unité diminuent. Moins il a d'options féminines, plus il consacrera de ressources au maintien de la relation. Ainsi, pièce par pièce, choix par choix, la vie indépendante d'un homme est démantelée jusqu'à ce qu'il soit piégé psychologiquement et économiquement. Le génie de ce système est qu'il utilise les propres valeurs de l'homme contre lui, son désir d'être un bon mari, un pourvoyeur fiable, un père aimant. Ces nobles impulsions deviennent les chaînes mêmes qui le lient. Il collabore à son propre emprisonnement parce que la résistance semble égoïste et irresponsable. Toute intention de résistance est immédiatement assimilée à de l'irresponsabilité. L'acceptation de soi est ce qu'il y a à la fois de plus beau et de plus terrible du fait du chemin pour y parvenir. Pour l'homme marié, cette terreur est remplacée par la reconnaissance de sa domestication achevée. L'homme ne s'accepte pas complètement. Il accepte et façonne que la partie de lui qui est tolérée, valorisée par sa femme et la société, son ombre est totalement refoulée. Regardez le langage que nous utilisons. Se faire passer la corde au cou, faire le grand saut. Même nos expressions familières révèlent une conscience inconsciente que le mariage représente une perte de liberté et non un gain de partenariat. Mais c'est là que cela devient vraiment sombre. Le système n'exploite pas seulement les hommes. Il est conçu pour qu'ils soient reconnaissants de l'exploitation. Le concept de femme heureuse, vie heureuse, n'est pas une sagesse populaire. C'est une programmation psychologique qui entraîne les hommes à prioriser l'état émotionnel d'une femme par rapport à leurs propres besoins, désirs et bien-être. Cela crée un déséquilibre de pouvoir fondamental, où le bonheur d'une personne devient l'objectif principal, tandis que le bonheur de l'autre devient conditionnel à la réalisation de cet objectif. Ce n'est pas un partenariat, c'est de la servitude avec un meilleur marketing. La dimension la plus sournoise de ce dispositif réside dans sa capacité à engendrer chez l'homme une forme de reconnaissance pour l'encadrement subi. L'idée de priorité au bonheur de l'épouse agit comme un véritable programme psychologique, contraignant l'homme à sacrifier ses propres désirs au profit de la stabilité émotionnelle de sa femme. Il en résulte une dissymétrie de pouvoir où le bien-être de l'une constitue la finalité absolue, tandis que celui de l'autre devient une variable d'ajustement. Cette structure s'apparente davantage à une forme de dépendance bien orchestrée qu'à un partenariat équitable. L'authenticité de l'être masculin s'épanouit dans la solitude. Le mariage, en supprimant cette indépendance, force l'homme à se conformer à un rôle attendu, plutôt qu'à sa nature profonde. L'altération de l'identité est insidieuse, réalisée par une série de petites concessions progressives. Petits compromis, annulation d'une soirée entre amis, acceptation de choix contraires à ses préférences pour maintenir la paix, choisir son restaurant préféré pour éviter les conflits, à s'en remettre à son jugement sur les plans sociaux. Chaque accommodement semble justifiable sur l'instant, mais leur accumulation représente un rejet complet de l'autonomie. Parallèlement, le comportement de l'épouse suit une trajectoire souvent attribuée à des mécanismes évolutionnistes. La phase initiale de séduction est marquée par la maximisation de l'attrait. Sexe fréquent, intérêt partagé, exigence minimale, agréabilité maximale. Une fois l'engagement solidifié, la dynamique s'inverse progressivement. Le sexe devient une récompense pour bonne conduite plutôt qu'une expression de désir. Les intérêts partagés deviennent non pertinents s'ils ne servent pas les objectifs familiaux. Les exigences augmentent tandis que l'agréabilité diminue. La femme qui était autrefois désireuse de plaire devient en droit d'être satisfaite. Ce n'est pas une manipulation consciente, c'est de la programmation évolutionniste. Les femmes sont biologiquement câblées pour obtenir des ressources et un engagement, puis optimiser l'arrangement pour un bénéfice maximal. L'homme qui ne comprend pas cette programmation en devient la victime.
Voici la brutale réalité que la plupart des hommes refusent d'accepter. L'amour de votre femme est fondamentalement conditionnel, basé sur l'utilité, non sur la valeur intrinsèque. L'amour d'une épouse serait, selon cette analyse de Carl Jung, intrinsèquement transactionnel. Il dépend de la performance et de la valeur utilitaire du mari. Si la capacité à pourvoir faiblit, financièrement ou par l'usure du temps, l'attachement s'effrite. Les statistiques de divorce le confirment. Les femmes sont à l'origine d'environ 75% des ruptures, le faisant lorsque l'analyse coût-avantage change en leur faveur. Même après le divorce, le système judiciaire pérennise l'extraction de ressources, pension alimentaire, pour une structure familiale dont l'homme ne bénéficie plus. Ce processus n'est pas seulement économique, il est psychologique. Le mariage moderne détruit l'homme en attaquant son identité. Son rôle devient passif et réactif. Il existe pour résoudre les problèmes et absorber les fardeaux émotionnels. Il apprend que ses sentiments comptent moins que l'harmonie domestique. Cette exposition chronique à un stress où il se sent sans contrôle mène à l'impuissance apprise, le poussant à cesser de chercher à s'échapper, même si cela reste possible. L'homme marié cesse souvent d'exprimer ses propres besoins, ayant appris par expérience que toute affirmation de soi ne fait qu'engendrer des conflits supplémentaires. Il adopte les objectifs de sa partenaire et défend inconsciemment la structure même qui le désavantage. Il se persuade que le sacrifice équivaut à la preuve d'amour, que son inconfort est une manifestation d'égoïsme et qu'un homme digne de ce nom doit prioriser sa famille, quel qu'en soit le coût personnel. Ce conditionnement est puissamment renforcé par les normes sociales. Les médias célèbrent l'époux dévoué qui se consume pour ses proches. La religion promulgue le dévouement et l'idée que le mari doit se sacrifier entièrement. Même l'entourage masculin soutient ce mythe. Les hommes mariés ne peuvent avouer l'amère réalité de leur situation ni leur propre échec psychologique. Ils perpétuent donc l'illusion d'un partenariat tout en vivant une réalité de servitude. Si cette analyse résonne en vous ou révèle des vérités inconfortables, votre soutien est essentiel pour que ces discussions sur les dynamiques psychologiques des relations puissent perdurer. Votre engagement permet à ces perspectives de briser le silence et d'atteindre ceux qui en ont le plus besoin. Commente « Vérité » brute en commentaire ou exprime ton ressenti sur le sujet. Chaque like, chaque commentaire est un pas de plus pour réveiller les hommes endormis. La véritable tragédie n'est pas que les femmes utilisent ces dynamiques, mais que les hommes y soient si mal préparés. La société forme les hommes à être des pourvoyeurs et des protecteurs, sans leur enseigner comment se protéger face aux personnes qu'ils sont censés soutenir. Voici la vérité rarement dite aux jeunes hommes sur le mariage. Dès l'instant où vous confiez votre épanouissement, votre validation et votre vie à une femme, vous avez déjà perdu. Vous cédez votre souveraineté psychologique à une personne dont la programmation biologique place ses propres impératifs au sommet. Cela n'est pas une question de malveillance, mais d'une logique évolutive féminine. Leurs comportements suivent des schémas prévisionnels, car ils ont été efficaces durant des millénaires. Les femmes qui parvenaient à maximiser l'extraction des ressources masculines ont assuré une descendance plus nombreuse. Cependant, l'évolution ne les a pas équipées pour se soucier du bien-être psychologique individuel de l'homme, mais pour garantir la survie et l'avantage reproductif. Le mariage contemporain leur confère des instruments légaux et sociaux pour atteindre ces objectifs avec une efficacité inégalée. L'homme qui comprend cette réalité cesse de prendre les comportements féminins comme des attaques personnelles et adopte une posture stratégique. Il réalise que le mariage est moins une affaire d'amour romantique qu'une question de levier de pouvoir. Et celui qui possède le plus grand nombre d'options détient inévitablement l'avantage. Le bonheur, le contentement authentique, ne découle pas de l'obtention de quelque chose d'autrui, mais de l'absence de besoin d'autrui pour se sentir entier. Ce principe sape la fondation même du mariage moderne, selon laquelle le bonheur est lié au partage. L'homme qui a besoin du mariage pour se sentir complet a déjà abandonné son autorité personnelle. L'homme qui le considère comme optionnel préserve sa souveraineté. L'erreur fatale de la plupart des hommes est de croire qu'ils peuvent modifier cette structure de pouvoir par une meilleure conduite. Communiquer davantage, offrir plus de ressources, se rendre plus désirable, c'est tenter de négocier avec la gravité. Ils ne sont pas confrontés à des choix conscients, mais à des impératifs biologiques qui opèrent en deçà du seuil de la conscience. Les femmes ne décident pas consciemment d'optimiser la relation pour leur bénéfice, pas plus que les hommes ne choisissent d'être attirés par la jeunesse. La seule stratégie gagnante est de refuser les règles d'un jeu conçu pour la défaite.
Le secret que les hommes accomplis reconnaissent sans jamais le divulguer est le suivant. L'instant où vous devenez indispensable au mode de vie de votre femme, vous cessez d'être indispensable en tant qu'individu. Elle ne vous voit plus comme une personne, mais comme une fonction, un objet, pourvoyeur, protecteur, résolveur de problèmes. Cette relation fonctionnelle, bien que ressemblante à un mariage, est perçue comme une servitude sophistiquée, agrémentée de faveurs sexuelles occasionnelles. L'homme apporte la main-d'œuvre et les ressources, tandis que la femme gère le foyer et contrôle l'accès à l'affection. L'efficacité est là, mais l'égalité n'y est pas. Le coût psychologique de cet arrangement explique pourquoi les hommes mariés montrent souvent des signes de dépression, ont une espérance de vie inférieure et apparaissent comme des ombres. Ils ne souffrent pas du stress habituel de la vie, mais d'une exploitation psychologique chronique masquée par le sentiment amoureux. La société ne peut admettre cette réalité, car l'économie repose sur le sacrifice masculin au nom de l'obligation familiale. L'homme qui placerait son épanouissement individuel avant le devoir conjugal menacerait l'ordre social établi. C'est pourquoi toute remise en cause du modèle conjugal entraîne l'étiquetage immédiat de l'homme comme étant égoïste, immature ou réfractaire à l'engagement. Le système, incapable de tolérer une analyse lucide et poussant les hommes à la non-réflexion, utilise le rabaissement social pour décourager les hommes de toute réflexion objective sur l'alliance qu'ils s'apprêtent à conclure. L'approche philosophique d'Arthur Schopenhauer devient ici un guide essentiel. Le moyen le plus sûr de ne pas être très malheureux est de ne pas s'attendre à être très heureux. Appliqué aux relations, ce principe impose de ne pas attendre du mariage qu'il soit une source de bonheur, d'épanouissement ou d'affection inconditionnelle. En éliminant ces attentes irréalistes, on neutralise la déception qui est la cause principale du naufrage psychologique chez tant d'hommes. L'union doit alors être évaluée comme n'importe quel accord contractuel, basé sur un examen froid des conditions, des coûts et des bénéfices, plutôt que sur la seule ferveur émotionnelle ou les injonctions sociales. L'homme doit se demander quel est le gain net de cet engagement? Quels sont les abandons requis? Ce compromis sert-il mes intérêts à long terme? La plupart des hommes omettent ces interrogations, car ils ont été conditionnés à croire que l'amour est supérieur aux considérations matérielles. Or, l'émotion est éphémère et les besoins sont fluctuants, tandis que le contrat matrimonial demeure contraignant. L'individu qui aborde la relation avec une approche stratégique plutôt qu'émotionnelle préserve son ascendant tout au long de l'interaction. Il ne troque pas son indépendance contre une hypothétique loyauté, ni ne sacrifie son identité dans l'espoir d'une reconnaissance future. Il ne délègue pas son bonheur à autrui pour ensuite lui reprocher inévitablement de ne pas pouvoir le garantir. Cette posture stratégique exige de maîtriser ce que Schopenhauer nommait l'art de ne pas se laisser duper. Il est impératif d'apprendre à discerner la véritable nature des réactions féminines au-delà des déclarations verbales. Les femmes affirment désirer des hommes sensibles et à l'écoute, mais leur comportement récompense invariablement ceux qui donnent la priorité à leur propre mission de vie et maintiennent une solide autonomie émotionnelle. Il suffit d'observer les dynamiques sociales. L'homme qui se rend disponible à la moindre sollicitation est tenu pour acquis et largué, comme le morceau de sopalin qu'elle utilise pour t'essuyer. Celui qui est parfois injoignable en raison d'engagements importants est poursuivi. Celui qui cherche l'approbation de sa partenaire perd son respect, tandis que celui qui agit selon ses propres décisions et l'invite à le suivre dans son monde conserve son intérêt. Il ne s'agit pas d'une duplicité consciente de la part des femmes, mais d'une réaction instinctive à des signaux subconscients. Elles sont attirées par la force, stimulées par l'indépendance et lassées par la prévisibilité. L'homme contemporain doit donc naviguer dans cette contradiction en comprenant que le désir conscient d'une femme est souvent en conflit avec sa programmation inconsciente. Il ne doit pas se fier aux paroles, mais aux comportements qui génèrent effectivement l'attraction et le respect. Il doit construire une vie si riche et captivante que le partenariat devient un luxe désirable, non une nécessité existentielle. Il doit développer des objectifs si absorbants qu'ils confèrent un sens qui transcende toute relation. Une telle aisance dans la solitude fait de la compagnie un véritable ajout de valeur, non un palliatif à un vide affectif. Cette indépendance psychologique est d'autant plus séduisante qu'elle est rare. La plupart des hommes sont si demandeurs de validation qu'ils acceptent des conditions désavantageuses pour obtenir une connexion. L'homme qui ne dépend pas des autres devient psychologiquement magnétique. Le principe de rareté s'applique sans merci aux relations. L'omniprésence, la constante obéissance et la complaisance infinie signalent une faible valeur.
La psychologie évolutionniste féminine interprète cette conduite comme une faiblesse génétique. Ceci est manifeste dans la culture moderne des rencontres. Les hommes en difficulté sont ceux qui font de la femme le centre absolu de leur existence dès les premiers échanges. Messages instantanés, intérêt constant, chamboulement des agendas. Ce comportement déclenche l'alerte biologique. S'il est si disponible et si désireux de plaire, sa vie doit être bien vide. Le succès revient aux hommes qui traitent les rencontres comme un volet parmi d'autres d'une vie déjà riche. Ils ont une mission qui prime sur toute relation individuelle. Ils maintiennent leurs exigences et leurs limites, même au prix d'une friction temporaire. La biologie féminine est forcée de réagir. Elle pense à l'homme qui ne répond pas immédiatement, s'interroge sur ses occupations et se retrouve à investir plus d'efforts dans la relation qu'elle n'en reçoit. L'épouse commence à prendre l'initiative de la séduction, se positionnant en tant que celle qui cherche à prouver sa valeur au lieu de celle qui évalue celle de son partenaire. Cette inversion des rôles engendre une gratification psychologique intense chez la femme, car elle résonne avec les schémas de parade nuptiale désirés par sa biologie. Il en résulte un paradoxe qui échappe à la plupart des hommes. Moins vous êtes dépendant des relations, meilleure est leur qualité. Moins vous poursuivez, plus vous devenez l'objet de la poursuite. Moins vous investissez émotionnellement avec excès, plus l'investissement des autres à votre égard augmente. Ceci n'est ni un jeu de manipulation, ni une tactique superficielle, mais une loi fondamentale de la psychologie humaine. Nous accordons de la valeur à ce qui est rare et dédaignons ce qui est omniprésent. Votre temps, votre attention et votre implication émotionnelle deviennent précieux lorsqu'ils ne sont pas offerts sans discernement. Le piège du mariage réussit en faisant croire à l'homme que l'indisponibilité est égoïste et que la disponibilité constante est le gage de l'amour. Or, une disponibilité illimitée ne traduit pas l'affection. Elle signale le désespoir, ce qui est l'opposé même de l'attraction. La programmation biologique féminine inclut des mécanismes visant à tester la force psychologique de l'homme par diverses pressions. L'homme qui échoue systématiquement à ces tests en priorisant ses émotions sur ses propres principes perd le respect et l'attraction de sa femme. Celui qui réussit ces tests en maintenant fermement ses limites et ses objectifs sécurise l'investissement continu de sa partenaire. Elle ne choisit pas de respecter la force plutôt que la faiblesse. C'est sa biologie qui impose cette préférence. C'est pourquoi le dicton « les gentils garçons finissent derniers » n'est pas une simple plainte, mais l'énoncé d'une loi biologique. La docilité signale une faiblesse génétique et un besoin émotionnel qui suscite le dégoût plutôt que l'attraction. Mais il est crucial de saisir la distinction. Être fort n'implique pas d'être méchant. Être indépendant n'est pas synonyme d'indifférence. Être sélectif n'est pas être abusif. L'homme qui a atteint la souveraineté psychologique peut se montrer bienveillant sans être soumis, généreux sans être exploité et aimant sans s'oublier. Il donne à partir de son abondance interne et non de son besoin, conférant ainsi une valeur réelle à ses offrandes. Cette métamorphose exige d'éradiquer la partie de soi qui cherche l'approbation extérieure. L'individu doit atteindre une complétude interne telle que la validation externe devient sans importance pour son estime de soi. Il doit cultiver des objectifs si prioritaires que les drames relationnels paraissent insignifiants en comparaison. Le chemin vers cette souveraineté est exigeant et souvent solitaire. Vous ferez face à des années de pression sociale pour vous conformer, pour vous établir, pour accepter des arrangements qui ne servent pas à votre bien suprême. On verra d'autres hommes échanger leurs ambitions contre le confort conjugal et la société saluera leur maturité. Mais au-delà de ce travail intérieur réside la possibilité d'interagir avec les femmes depuis une position de force et non de dépendance. Sans besoin d'elles, l'homme peut apprécier ce qu'elles offrent véritablement, sans reprocher ce qu'elles ne peuvent donner. Il peut aimer sans s'attacher, se soucier sans contrôler et s'engager sans se dissoudre. C'est la différence fondamentale entre les relations bâties sur l'enrichissement mutuel et celles fondées sur la dépendance réciproque. Le complexe matrimonial survit en inculquant l'idée que l'indépendance rime avec solitude et le sacrifice avec amour. Or, l'indépendance est synonyme de choix et le sacrifice de transaction. L'amour véritable nourrit les deux partenaires sans en diminuer aucun. Il génère de l'énergie et célèbre la croissance individuelle. Ces relations sont rares parce qu'elles nécessitent deux individus psychologiquement accomplis et non deux personnes cherchant à combler des lacunes internes. La plupart n'ont pas la volonté d'entreprendre ce travail intérieur. Pour l'homme qui atteint cette souveraineté, le mariage devient une option. Il s'y engage s'il enrichit sa vie ou l'évite si les conditions lui sont défavorables, conservant ainsi sa liberté.
La pensée ultime de Schopenhauer n'était pas sur la nature féminine, elle concernait la possibilité de transcender la programmation biologique par la conscience. Comprendre les forces qui dirigent la majorité permet de choisir de ne pas s'y soumettre. La prise de conscience ne mène pas à l'amertume, mais à la reconstruction de sa vie selon la réalité et non selon des illusions réconfortantes. Elle est la force de se tenir seul pour pouvoir choisir de s'unir. La vraie vie commence non pas quand on obtient ce que l'on désire des autres, mais quand on n'a plus besoin de personne pour être complet. Les hommes forts ne fuient pas l'attachement, ils exigent des relations à la hauteur de leur développement psychologique. C'est dans cette liberté philosophique qu'ils attirent les rares femmes qui méritent leur présence. Ils choisissent la connexion par abondance et non par nécessité. Le choix est simple, accepter les conditions dictées par la peur de la solitude ou construire une vie si puissante que les autres rivalisent pour y accéder. L'une mène à l'esclavage déguisé en affection, l'autre à une liberté qui rend possible l'amour authentique. La différence est une question de courage et de conscience. Choisissez judicieusement. Votre futur moi en dépend. Si tu as aimé cette vidéo, guerrier, like, commente, partage à un frère qui en a besoin, ça aide cette chaîne à grandir et à produire ces vidéos qui continueront de t'apporter de la valeur. Sur ce, je te souhaite une belle journée. À tantôt.